Bonjour Alain Boer, professeur émérite de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers, donc également expert international et écrivain de polar. On va parler dans quelques instants de Intrigue à l'ONU, votre nouveau polar qui est donc absolument incroyable parce que si on en peut dire un mot, c'était les négociations entre Israël et l'Iran. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Oui, des vraies négociations ouais. qui se sont vraiment tenues dans des endroits assez hétéroclites, bizarres, parfois étranges, mais qui avaient essayé d'avancer sur la possibilité de trouver un accord, notamment sur la question du nucléaire, parce que pendant la guerre, les négociations continuent toujours, les discussions continuent toujours, il y a toujours des intermédiaires. Et voilà. Et donc c'est un roman vrai, 2/3 de vrai, 1/4 de vraisemblable, parce que ça n'a pas encore été, disons, officiellement reconnu, et puis 10% de créativité fictionnelle. Et donc vous avez imaginé un polar, au fond, sur cette réalité, on va parler dans quelques instants de l'actualité du jour, mais... C'est le 4e de la série, chacun parle d'une vérité. Le premier était sur Zelensky et la guerre en Ukraine, il raconte comment la guerre en Ukraine débute et pourquoi elle débute. Le deuxième, c'est sur Taïwan et la Chine, ça c'est la prochaine guerre, celle qui arrive, celle qui nous pend au nez, et où on voit d'ailleurs les Chinois intervenir très fortement, y compris dans l'actuel conflit iranien, alors que d'habitude ils étaient très en retrait, très loin des choses. Là, ils sont au cœur du conflit, véritablement. Le président Trump l'a d'ailleurs reconnu aujourd'hui en signalant qu'ils étaient intervenus auprès de l'Iran pour commencer à entamer des discussions qui ne sont pas encore des négociations. Le troisième est très à part, c'était Conspiration au Vatican, mais ça racontait les coulisses de l'élection du nouveau pape. Et puis celui-ci, qui a été écrit il y a presque un an, il faut bien savoir que je ne l'ai pas écrit la semaine dernière, il racontait ça par le plus grand des hasards. Et là, nous sommes sur le prochain, dont je viendrai sans doute vous parler un jour. Jack Bagelson et ses agents vont enquêter. Et qui est un vrai héros de la Deuxième Guerre mondiale, William Stephenson, qui a créé le plus grand service de renseignement anglo-américain de l'histoire, le BSC. Et donc, c'est un vrai héros avec un autre nom. Mais William Stephenson n'était même pas son vrai nom, d'ailleurs. Oui, c'est une course contre la montre. Le moindre faux pas peut entraîner une déflagration mondiale. Alors, on va dire et surtout, il y a beaucoup d'opérateurs qui veulent la guerre. Ils veulent la guerre pour la guerre. Ils veulent la guerre parce que ça rapporte de l'argent. Ils veulent la guerre parce qu'on vend des armes. Ils veulent la guerre parce que la paix, ça leur casse les pieds. Ils veulent la guerre parce que la haine, la vengeance, la revanche sont des éléments moteurs, hélas, de la vie. Là, ça revient à mon métier de professeur de criminologie. Moi, je gère plutôt les gens méchants que les gens gentils. Mais dans les gens méchants, il y en a qui sont très rationnels. Ce ne sont pas seulement pulsionnels. Oui, alors c'est chez First Edition. Je vous le recommande, Intrigue à l'ONU. Regardez, ça se lit vraiment, c'est un vrai bonheur. Alain, vous disiez, il y a les méchants, c'est cela qui m'intéresse. Vous qualifieriez Trump de méchant aujourd'hui ? Non, Trump est un rationnel brutal. Trump, depuis 1987, au moment où il a écrit pour la première fois, acheté une page complète dans le New York Times pour raconter comment il fallait taper sur le Japon qui envahissait les États-Unis de voitures et de magnétoscopes, a toujours eu une politique brutale. Mais ce n'est pas une brutalité parce qu'il serait brutal. On ne psychanalyse pas Trump à distance. Il y a beaucoup de gens qui psychiatrisent Trump comme si ça servait à... Il n'est pas fou. J'en sais rien, mais c'est pas... Personne ne peut psychiatriser quelqu'un en le regardant de loin, en disant « Oh là là, il a un comportement étrange ». Non, Trump est brutal parce que depuis que son mentor, Roy Cohn, l'avocat qui a fait le macartisme, le petit homme gris qui est derrière Joseph McCarthy pendant la commission des activités anti-américaines, essaye de nettoyer, entre guillemets, le pays des communistes, il y a une volonté de dire, il faut être brutal. La brutalité, ça fait gagner du temps. 2, il faut saturer l'espace. 3, on a toujours gagné même quand on a perdu, donc on n'a jamais perdu. 4, on doit avoir un réseau tellement puissant qu'il relance systématiquement. Et puis 5, la télé-réalité que Donald Trump a découvert avec The Apprentice lui a permis de faire pour la première fois de la télé-réalité politique, et là il nous fait de la télé-réalité militaire. Oui. C'est ça qui est absolument fascinant avec Donald Trump. Parce que pour Donald Trump, vous en avez plusieurs dans la même boîte. Vous avez un Donald Trump en privé, plutôt agréable, plutôt éduqué, parlant un langage châtié. Et d'ailleurs, dans cette guerre, vous avez eu 3 Donald Trump pour le prix d'un. Le Donald Trump casquette blanche. J'ai déclenché les hostilités. Propre, prompté, tout lu, carré. Oui, le Donald Trump rajouter, je vais gagner dans quelques jours. Donald Trump casquette rouge. Un peu plus agressif. Et puis le Donald Trump, je me déchaîne, gros mots, hyperbole, fin du monde, destruction de la civilisation. Vous allez le réouvrir, j'allais presque dire, ce machin de Détroit.
On peut pas dire ce putain de détroit, Oui, c'est ça qu'il voulait dire. Voilà, bande de je ne sais pas quoi. Mais Oui. il y a un sujet là-dedans qui est qu'en fait, il parle à 3 publics différents, à 3 moments différents, et que chaque fois, nous le regardons absolument stupéfait, sidéré, énervé de voir ces insultes, alors qu'en fait, derrière la main de la provocation, que nous regardons et qui nous fascine, il y a la main qui va vous chercher le portefeuille et qui, elle, a une logique. oui. Donald Trump, à la fin d'une partie, a toujours plus de jetons qu'au début. Il joue au poker menteur. Les Iraniens jouent aux échecs menteurs. Ça ne pas exactement le même jeu, mais ça a à peu près la même logique. Et chacun utilise, vous avez vu depuis quelques jours, le même mode de propagande. Ce n'est pas de la com, c'est de la propagande. Nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné. Ils ont perdu, ils ont perdu, ils ont perdu. Mais à la fin, les Iraniens, et c'était une des communications les plus impressionnantes de la télé iranienne, disant « il n'y a pas de négociation, virgule, mais elles ont échoué ». C'était une très belle communication, oui. Parce qu'on sentait bien que la speakerine ne savait plus exactement quoi raconter sur ce truc qui lui échappe totalement. Pendant ce temps-là, les Pakistanais d'un côté, les Omanais de l'autre, géraient parfaitement des opérations de discussion et de dialogue. D'abord parce que l'Iran est touché au cœur dans son industrie, dans sa réalité, dans sa structure. C'est un immense empire, c'est un immense pays, c'est une immense population, mais elle a besoin, comme tous les pays, d'avoir des structures qui fonctionnent. Là, elle n'en a plus. Et donc, c'est un vrai sujet pour elle. Et elle était au bord, effectivement, d'un effondrement qui a posé un problème à tout le monde. C'est une fois qu'un pays est effondré, le chaos généralisé, comme en Syrie, comme en Irak, comme en Libye, comme en Afghanistan, n'est pas une solution. Et chacun a au moins appris quelque chose de cela. Mais pas une solution pour personne, d'ailleurs, ni pas pour les Américains non plus. Vous savez, les Iraniens, les Israéliens et les Américains ont joué un jeu très étrange. J'ai fait un papier là-dessus qui s'appelait « Entre Pyrrhus et Masada ». Pyrrhus, c'est l'homme qui gagne toutes les batailles, mais qui perd tellement de monde à la fin que c'est une défaite, parce que la boucherie est telle que ça ne sert plus à rien. Et Masada, c'est bon, on va perdre, mais tout le monde va perdre, donc nous allons tous nous autodétruire. Et en fait, les Iraniens et les Israéliens vivent sur ces deux logiques qui sont œil pour œil, dent pour dent, et escalade pour l'escalade. Il n'y a pas de désescalade. Les Américains ont été pris au milieu, à la fois par la logique de Donald Trump visant à résoudre l'erreur qui a été la sienne de sortir de l'accord de Vienne, le JCPOA sur le nucléaire iranien, puis d'essayer de se rendre compte d'ailleurs que les Iraniens lui mentaient en créant dans des sites qui ont été identifiés, 4 et un qui n'avait été que récemment, découvert que les Iraniens quand même continuaient imperturbablement à continuer à enrichir de l'uranium alors qu'ils disaient qu'ils ne le faisaient pas, et pas à 10 ou 20%, mais à 60%. Alors je précise, hein, l'uranium enrichi, au-delà de 10 à 20%, ça ne sert à rien d'autre qu'à faire des bombes. Ce n'est pas très compliqué. En dessous, on peut discuter. Au-dessus, il n'y a pas photo. Et donc, il y a un sujet pour Donald Trump qui était, bon, je vais quand même empêcher l'Iran d'avoir la bombe nucléaire, car tous mes alliés du Golfe ont peur. C'est ce qu'il dit qu'il a fait aujourd'hui. Il dit... Oui, mais il a dit ça l'année dernière, pendant la guerre des 12 jours. Et pendant la guerre des 12 jours... Pas une poussière de bombe atomique. Ils n'auront rien, on va voir, puisque, comme vous le savez, le soi-disant accord n'est pas un accord. Ce sont des éléments en vue du début des négociations dans le cadre d'un cessez-le-feu provisoire. Or, personne n'est d'accord sur l'interprétation des 10 points qui, d'ailleurs, ne sont pas écrits. Il n'y a pas de document écrit, ni par les Iraniens, ni par les Américains, ni par les Pakistanais, ni par les Omanais. C'est une version orale. Mais par exemple, qui va contrôler le détroit d'Ormuz? Parce qu'apparemment, d'après les Iraniens, ils prennent le contrôle, ils vont même faire payer des droits de passage. Alors, ça veut dire aussi curieux que ça puisse paraître, j'entends beaucoup de gens qui nous parlent de droit international. Il n'y en a pas dans le détroit d'Ormuz. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consensus, il n'y a rien. C'est un droit coutumier, relatif, et qui d'ailleurs fait l'objet d'une discussion très compliquée, puisque depuis que la règle des 12 miles, c'est-à-dire les eaux territoriales, ont été allongées, en fait, le détroit d'Ormuz est contrôlé par l'Iran et Oman, de facto. De facto. Et donc, il y a un sujet qui est, est-ce que c'est une voie navigable internationale? Le monde vit entre 8 détroits et 2 canals, Suez et Panama. Panama vient d'être récupéré par les Américains alors qu'il était préempté par les Chinois. Suez a été récupéré par le président Nasser après une tentative avortée anglo-américaine de reprendre le contrôle de ce qui était une concession coloniale, on va dire. Et on se rend bien compte que le détroit d'Ormuz, en fait, il y avait une sorte d'accord non dit. Tout le monde peut passer, il n'y a pas de péage, mais attention... ça peut changer à tout moment. Comme la mer de Chine, vue par les Chinois. Mais si c'est ce que disent les Iraniens, c'est une grande défaite pour Donald Trump.
C'est-à-dire que les Iraniens contrôleraient cette fois-ci de Mais manière ils contrôlent officielle le détroit. Ils l'ont toujours contrôlé. Oui. Ils laissaient le passage. Ils laissaient le libre passage, comme les Omanais. Le fait de dire « je contrôle », il y a plusieurs options. Une autoroute, elle n'est pas contrôlée par le péage. On paye le péage, vous voyez ce que je veux dire. Et donc la question, et vous avez raison de la souligner, c'est que l'interprétation qui est faite de la libre circulation dans le détroit d'Ormuz est aujourd'hui aléatoire. D'abord parce que le détroit n'a jamais été fermé. Les Américains ne l'ont pas fermé. Les Iraniens ont laissé passer gratuitement des pétroliers chinois et des pétroliers porte-containers, etc., même français. Il y a quelques Grecs qui se sont faufilés. Il y a quelques bateaux qui ont disparu brutalement en coupant leur GPS AIS, puis qui sont réapparus de l'autre côté. On sent bien que dans cette affaire, on raconte beaucoup de choses et on vérifie assez peu ce qu'on raconte. Mais Trump dit aujourd'hui... On a atteint nos objectifs, l'aviation, toute la marine iranienne a été détruite, l'aviation également. C'est une humiliation. Ça, c'est factuellement exact. Il dit c'est une humiliation. Et d'ailleurs, il menaçait, avant la fin de cet ultimatum, de détruire toute la civilisation. Il dit si on avait voulu, en quelques heures, il n'y avait plus rien. Ce qui était exact. Il y a 3 centrales électriques majeures, dont une près de Téhéran qui fournit 10 millions de personnes. Celle-ci tombe, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'économie iranienne. Voilà. La désalinisation, par exemple, tous les pays du Golfe, vous tapez les usines de désalinisation de l'eau de mer, tous ces pays meurent en 8 jours. Donc il fallait croire aux menaces de Donald Trump. Il faut toujours croire aux menaces de Donald Trump. Donald Trump, d'abord, souvent quand il menace, c'est pour négocier, mais de temps en temps, une fois que la négociation échoue, il tape vraiment. Il l'aurait fait. D'ailleurs, vous pensez à Alain Boer qu'il l'aurait fait, démontré. Là. Il l'a démontré au Venezuela, avec une frappe ciblée. Il l'a démontré dans les guerres des 12 jours, avec les attaques contre 3 des 4 sites nucléaires, à l'exception de la montagne de la Pioche, qui est tellement enterrée sous une montagne de granit que visiblement tout le monde est tombé d'accord pour dire que ça ne servait à rien même de la bombarder. Il l'a montré en bombardant Minjidai au nord-est de Téhéran, qui était un site inconnu, qui était visiblement un site de préparation à la fois d'un enrichissement au-delà de 60% et d'une tête d'ogive qui aurait pu permettre d'être montée sur un missile. Donc on était là encore plus près de l'arrivée de la bombe. Donc il ne faut pas sous-estimer Donald Trump. Il est un négociateur brutal, il est un négociateur qui pratique toujours la même chose depuis toujours. Je l'avais écrit dans Trump, le pouvoir des mots, on en avait parlé pour indiquer à quel point les 5 règles s'appliquaient toujours chez Donald Trump. Et à la fin, il a toujours gagné. Là, vous dites, quoi qu'il passe, il gagne. Mais vous dites là, il a gagné. Non, là, dans vraiment, sa tête, il a gagné parce qu'il applique, sa tête, mais il applique sa règle. Oui. Ah ben on verra, dans 15 jours. Aujourd'hui, il y a encore eu des tas de bombardements un peu partout, y compris sur un pipe très important pour l'Arabie saoudite. Il y a eu des bombardements aux Émirats arabes unis qui ont plus pris de missiles et de drones qu'Israël. C'est pour vous indiquer à quel point la haine est tenace entre les Iraniens et les Émiratis. Ça ne date pas d'hier d'ailleurs, puisque 3 des îles qui ont été prises d'assaut par les Iraniens sous le Shah, c'était 2 jours avant l'indépendance des Émirats. Elles leur appartiennent, les 2 Tombes et Abu Moussa. Donc il y a un sujet général de contentieux entre les pays du Golfe et les autres. Et puis il y a la situation de négociateurs vraiment importants d'Oman qui par ailleurs se partageraient le péage du Golfe. Donc qui regardent ça avec à la fois amitié en disant bon, on n'en a pas vraiment besoin, mais un petit surplus budgétaire ne fait jamais de mal. Et puis, disant, mais on est prêt à être très gentil et à revoir l'ensemble de ces affaires pour aider à la libre circulation, parce que les principales victimes de la libre circulation, les principales victimes directes, c'est les Indiens, les Vietnamiens, les Philippins, bref, et les Chinois. C'est cette zone-là qui est directement impactée. Nous, on a impacté au 2e niveau par l'augmentation générale des prix du marché et par la globalisation des prix du marché. Mais c'est indirect. On a des effets à long terme sur les engrais, sur les précurseurs de médicaments génériques, sur l'hélium. Une très grande usine pétrochimique, la Soubac, a été attaquée, fortement attaquée, également en Arabie Saoudite. Le gaz, le GNL qatari a été touché aussi. Donc les Iraniens ont fait aussi beaucoup de dégâts. Ils ne se sont pas laissés faire. Mais ça veut dire qu'au fond, vous dites il a gagné, mais parce qu'il y avait cette menace qu'il pouvait effectivement mettre en œuvre, mais d'un autre côté, il n'avait pas le choix. L'économie mondiale, le prix du pétrole et finalement peut-être même un krach boursier. Oui, mais dans sa tête, il dit, en fait, nous, on exporte du pétrole, donc on a à y gagner aussi. Il faut rationaliser Trump. Il n'est pas Franklin Roosevelt. Les présidents américains sont soit auto-centrés, soit
ouvert à l'extérieur. Dans l'histoire américaine, les États-Unis n'ont quasiment jamais eu de politique extérieure. Ils ont exporté leur politique intérieure. Ils faisaient du nation building en copier-coller. Et ils n'ont que des... Lord Palmerston disait les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les États-Unis ont parfaitement compris ce message. Pendant la reconstruction, ils ont fait 3 choses intelligentes. Le plan Marshall pour reconstruire l'Europe, qui était un prêt, hein, pas un don, et la reconstruction de l'Allemagne et du Japon, et les deals avec l'Iran, l'Arabie saoudite et la Turquie, l'Empire perse, l'Empire ottoman et les autres, pour lutter contre l'Union soviétique. Tout était logique et cohérent, et ils avaient une vision au long terme. Tout ça a disparu. Les présidents américains, depuis Richard Nixon, n'ont plus que des visions court-termistes, c'est-à-dire les intérêts immédiats, le gain immédiat, et les effets secondaires, on s'en fout. Oui, mais lorsque Trump dit, ça y est, le boulot, entre guillemets, à sa façon de parler, le boulot a été fait. Ça, c'est le Trump d'aujourd'hui. Voilà, et le régime est tombé. On verra le Trump de demain. Oui, mais est-ce que c'est vrai ça? Il dit, le régime, ça y est, il a été anéanti. Il a tué tout le monde, en fait. Voilà, oui, mais c'est ce que dit Pete Hegseth. Il dit, c'est peut-être pas le régime, mais c'est les dirigeants du régime. Alors, c'est pas faux. La quasi-totalité des dirigeants a été éliminée, mais ils n'ont pas compris que depuis 20 ans, grâce à M. Ali Jafari, patron des gardiens de la Révolution à l'époque, ils ont préparé une décentralisation totale en 31 sites du régime iranien, avec chaque fois 4 remplaçants immédiats. C'est comme si j'étais en train de vous parler et que quelqu'un décidait de vous éliminer, puis votre successeur, puis le successeur de votre... Tout ça en direct, et que chaque fois, quelqu'un réapparaissait. Oui, au bout d'un moment... Mais l'émission durerait encore. Oui, ça j'espère. Mais au bout d'un moment, ils se disent, voilà, il n'y a plus de... Les mollahs, les gardiens de la Révolution sont extrêmement affaiblis. Mais ça n'est pas exact. Et Trump dit, maintenant, les nouveaux qui sont là, c'est mieux. On peut discuter. Personne n'en sait rien, puisque ce sont les mêmes. Mais ce sont les mêmes d'un niveau moindre. Il est vrai qu'il faut prendre en considération le fait que l'élite des gardiens de la Révolution, l'élite de la monarchie, etc., a été très durement touchée. Et d'ailleurs, ce qu'on voit ressortir aujourd'hui, c'est des gardiens de la Révolution de la période de la guerre Iran-Irak. Ce n'est pas la nouvelle génération, c'est la très ancienne génération qui avait déjà été remplacée 1 ou 2 fois, y compris par l'ancien guide de la Révolution, Ali Khamenei. Donc il y a un sujet. Par contre, ils sont extraordinairement radicalisés, extraordinairement durs dans le processus de négociation, et ceux qui ont été le plus touchés dans ces affaires, curieusement, ce sont plutôt les réformistes ou les modérés, ces termes devant être pris avec une immense prudence dans le système iranien. Par exemple, il y a toujours un conseil des gardiens, un conseil des experts. Les autorités religieuses sont toujours très particulièrement présentes. Elles sont sur le côté visiblement, mais le régime iranien vit dans le système chiite du haut-décimain avec un imam caché. Et peut-être même que nous avons en face à nous un régime caché qui fonctionne très bien, parce qu'Ali Khamenei et l'ancien secrétaire du Conseil de sécurité, M. Larijani, avaient totalement préparé cette attaque, l'avaient anticipée et s'étaient préparés à être tués, être remplacés, et se battre dans une guerre existentielle. Comme les Israéliens, les Iraniens fonctionnent avec la même logique. Ils n'ont pas le même problème que Donald Trump, qui s'appelle, non pas une guerre existentielle, mais les midterms, les élections qui arrivent, et le prix du pétrole provisoirement chez lui, sachant qu'il a les moyens. Hein, la législation américaine lui permet, par exemple, d'avoir un prix du pétrole produit aux États-Unis à un tarif spécial pendant une durée X. En fait, Donald Trump, il a un problème qui s'appelle 90 jours. 90 jours après le début des hostilités, il faut saisir le Congrès et avoir un débat sur la nature de ces hostilités et entrer dans la difficulté qui est la perte très importante de support électoral, y compris aux élections qui ont eu lieu hier, où le switch, c'est-à-dire la perte de contrôle, c'est moins 25 points pour les Républicains dans un siège qu'ils avaient gagné avec 37 points d'écart. Donc on voit bien, beaucoup de sièges républicains ont été perdus lors de toute une série d'élections partielles qui ont lieu à peu près toutes les semaines aux États-Unis, qu'on ne voit pas nous, mais qui apparaissent chez notamment les sondeurs et les analystes politiques. Il y a un enjeu de survie électorale pour Donald Trump, parce qu'il se pose la question de savoir comment il pourrait survivre avec un Congrès démocrate ou un Sénat démocrate, ou les deux. Et cette question-là est une question centrale. Mais c'est dans longtemps. Et il y a eu un sondage du Financial Times la semaine dernière qui dit « Attention, nous prenons nos désirs pour des réalités, les démocrates prennent leurs désirs pour des réalités, parce que le soutien des MAGA pour la guerre, c'est 75%, le soutien des républicains pour la guerre, c'est 66%. C'est les autres qui ne soutiennent pas la guerre, mais les autres, ils s'en foutent, ce n'est pas les siens. Donc, il renforce le poids
du cœur de sa majorité, du cœur de son électorat, et il se dit, les autres, je les gagnerai bien toujours à un moment ou à un autre, parce qu'il me reste encore 6 mois avant d'être au cœur de la bataille des élections. Oui, mais ça veut dire donc, comme il le dit, si dans les 15 jours, il n'y a pas un accord, il peut y retourner, il peut relancer la guerre. Comme chacun a constaté, non seulement aucun bateau, aucun avion et aucun soldat américain n'est parti, mais il y en a encore quelques milliers qui arrivent. Alors à la fois, c'est du remplacement, mais c'est aussi du renforcement. Il ne faut pas sous-estimer. Comme toujours, nous sommes très marqués par ce que j'appelle l'effet Mandrake le magicien. C'est-à-dire, regardez ma main gauche, regardez pas ma main droite. Et puis à la fin, on dit où est mon portefeuille, où est ma montre, où est mon stylo. C'est un peu ça qui est en train de se passer. Moi, je regarde le renforcement des moyens qui existent dans le Golfe, y compris le renforcement des moyens anti-aériens, anti-missiles et anti-drones grâce aux Ukrainiens. Et puis, parce que c'est les seuls qui ont à peu près compris comment faire. Et on est dans une situation qui ressemble beaucoup à Ukraine-Russie, Iran-États-Unis. Une guerre qui n'en finit pas, qui peut s'interrompre, mais pas s'arrêter, une guerre éternelle, mais avec un processus qui, pour l'instant, est simplement en apesanteur. Et Israël, qui va continuer ses opérations au Liban, oui, parce contre le Hezbollah, les proxys iraniens. Oui, avec y compris aujourd'hui des débordements qui entrent dans des quartiers de Beyrouth qui ne sont pas traditionnellement les quartiers Hezbollah ou chiites, puisque d'abord il y a des réfugiés partout, bien évidemment, et puis c'est pas 100% chiite où que ce soit au Liban ou quasiment. Et donc là, il y a aujourd'hui des attaques d'une intensité et d'une férocité extrêmement importantes. Les proxys iraniens vont continuer de... Alors le problème des proxys iraniens, c'est qu'en fait, on parle beaucoup du Hezbollah, mais ceux qui dirigent le Hezbollah au Liban, ce sont des gardiens de la révolution iraniens. Ce sont eux qui ont lancé les premiers missiles, les premières roquettes contre Israël et qui ont déclenché ce nouvel épisode de la guerre. Le Hezbollah a été un peu... a suivi avec un enthousiasme mesuré parce qu'ils ont bien compris ce que ça allait leur coûter. Mais ce qui est terrible, c'est la destruction du pays. Jean-Yves Le Drian l'explique vraiment très bien aujourd'hui dans un long entretien portrait, etc. Nous assistons à le Liban et l'Iran aujourd'hui sont quasiment détruits dans des proportions semblables, avec beaucoup plus d'effets secondaires, de dommages collatéraux au Liban qu'il peut y en avoir à Téhéran, par exemple, à Beyrouth qu'à Téhéran. Il y a un vrai sujet sur l'acceptabilité du dommage collatéral. Pendant longtemps, on disait ne faut pas exagérer, parce que certes, les proxys, le Hamas ou le Hezbollah cachent des stocks d'armes et des centres de commandement sous des hôpitaux, sous des écoles, dans des bâtiments civils. Et en fait, eux ne font pas la différence. Et ils considèrent que les civils les protègent de frappes éventuelles. Pendant longtemps, les Israéliens ont fait... ça dépend quel est l'écart entre la cible et les pertes collatérales. Là, il y a, depuis le 7 octobre, ces règles que l'armée israélienne s'était imposées ont volé en éclats. Et on sent bien aujourd'hui qu'il y a une volonté paroxysmique avant un cessez-le-feu éventuel, d'aller jusqu'au bout. De toute façon, avant un cessez-le-feu ou avant un armistice, la dernière heure avant, c'est la pire. C'est là où on tire ses derniers obus et ses dernières munitions, comme s'il y avait une sorte de défoulement et de désinhibition collective. On est à peu près dans quelque chose comme ça. Mais le président de la République française, Emmanuel Macron, a convoqué un conseil de défense ce matin. Donc, la France, outre évidemment le prix de l'essence que chacun constate, les conséquences économiques, mais la France a regardé ce qui se passait. La France est restée à l'extérieur. Est-ce qu'on en aura des conséquences dans nos relations avec les États-Unis, par exemple? Est-ce que Trump va faire payer aux Européens l'absence de soutien? Alors, d'abord, Trump fera ce qu'il voudra et le fait de s'aplatir devant lui ou de lui résister ne change pas grand-chose. En général, il aime bien ceux qui résistent plutôt que ceux qui s'aplatissent. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'enjeu. C'est juste qu'on peut se regarder dans le miroir le lendemain. Et puis, je ne suis pas un très grand laudateur du président de la République, vous le savez, y compris sur ce plateau. Mais je dois dire que la diplomatie française dans cette affaire a été plutôt respectable, à la fois dans ses enjeux de libération de nos otages, qu'il ne faut pas sous-estimer, dans la capacité à établir un dialogue avec nos amis et à les défendre, notamment à Abu Dhabi, mais pas seulement, et à trouver une position qui était
totalement rationnel sur le fait que non, nous n'avons pas les moyens d'ouvrir Hormuz contre la puissance des Iraniens du fait de la configuration géographique. Donc, nous y aurions perdu notre flotte. Oui, et Trump... la nôtre et celle des autres. Oui, et Trump qui a, on peut le dire, presque insulté le président français. Oui, oui, mais... Donc c'est une manière... C'est un geste amical chez Donald Trump. Ah bon? L'insulte, oui, c'est un petit mot gentil. Quand Trump insulte... Non, mais c'est une blague. C'est qu'il vous aime bien. Oui, enfin, dans des relations, est-ce que la relation franco-américaine veut encore dire quelque chose? L'OTAN, est-ce que ça existe encore? Est-ce que les Américains... Tout ça n'a aucune espèce d'importance. Dans la manière dont nous interprétons la tonalité de Donald Trump est un truc d'Européen bien élevé. Voilà. Mais là-bas, c'est un western. Donc, il faut changer de nature, il faut comprendre la logique du message. Et quand Donald Trump dit « Ouais, j'ai insulté les Iraniens parce qu'au moins ils m'ont compris », réponse, il y a une négociation de cessez-le-feu. Et peut-être l'ont-ils l'ont-ils très bien compris. Mais la France a compris que l'Amérique ne viendrait plus à son secours et qu'il fallait s'armer, il fallait investir dans un nouveau porte-avions nucléaire. Parce que la France s'est désarmée. Le seul qui a tout compris était le général de Gaulle. Le général de Gaulle, en 1961, il écrit une lettre à Eisenhower et Macmillan en disant « Écoutez les gars, si l'Alliance Atlantique, c'est une alliance de vassaux, j'en suis pas. Si c'est une alliance d'alliés, je vais bien en être, mais à ce moment-là, on remet tout sur la table. » Et il essaye, avec le plan Fouché I et le plan Fouché II, d'organiser une Europe de la défense souveraine, mutualisée et intelligente. Tous les autres lui claquent la porte au nez. Heureusement, avec Pierre Mendès France, qui est l'homme qui signe le décret qui nous donne la souveraineté nucléaire, parce que c'est lui qui permet que les recherches avancent sur la dissuasion nucléaire, il crée les conditions de cette dissuasion. Il faut lui rendre hommage. Moi, je suis très content que le président Macron se situe dans la ligne de Pierre Mendès France et de Charles de Gaulle, ou aussi, autant faire un petit peu d'autopromotion, de Michel Rocard, qui lui a choisi d'avoir des avions français Rafale Naval plutôt que des F-18, que nous n'aurions du coup pas pu utiliser, pas plus que tous ceux qui achètent des F-35 en Europe et qui ne se rendent pas compte qu'ils ne pourront pas les utiliser de manière souveraine. Merci beaucoup, Alain Bauer. Alors moi, je montre ça, Intrigue à l'ONU. C'est donc votre nouveau polar. C'est vrai que c'est absolument incroyable chez First Edition. Je vais presque dire, vous aviez tout prévu ou vu venir. À travers un polar, quand même. J'ai tout relu, c'est vrai. Ce qui permet de dire, voilà d'où ça vient et voilà comment ça se passe. Parce que c'est toujours important. En fait, contrairement à ce qu'on imagine, 99% du réel est lu, dit, annoncé, et nous faisons d'immenses efforts pour ne pas le lire, ne pas le croire et ne pas le comprendre. Merci Alain Bauer d'avoir été aujourd'hui notre invité. Merci. Merci à vous.